Danger. 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 Cinéma. 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 Et bien voilà, on est dans Danger Cinéma pour rencontrer Guérin Van der Horst qui sort son premier long métrage. Guérin, on te connaît pour pas mal d'autres films, on va revenir un peu sur cela et parler de celui qui sort donc mercredi prochain à la fois au Vendôme et au Cinéma Galerie La Part Sauvage. Et je le dis tout de suite, il y aura une projection associative le jeudi 15 au Vendôme, donc voilà, qui est à 19h avec d'autres intervenants. Toi tu seras là, il y en aura d'autres, et puis voilà, le film sort 2 ou 3 semaines, il y a plein de projections, donc il y a de quoi le voir, donc ça fait plaisir parce qu'on m'a aussi parlé de tes autres films qui ont peut-être été moins visibles. On va commencer par une question plus simple. Il pleut aujourd'hui à Bruxelles, toi t'as pas trop filmé, donc t'as beaucoup filmé Bruxelles dans ton dernier film, mais t'as pas trop filmé la pluie. Comment t'as filmé Bruxelles alors du coup? Comment ça s'est passé? Beaucoup le canal? Oui, beaucoup le canal, et puis on la voit pas toujours, mais il y a quelques séquences de pluie dans le film, hein. On la voit pas toujours, tu vois, à l'image, parce que les gouttes de pluie, elles disparaissent quand tu les filmes, mais on en a bien chié quand même certaines nuits à filmer les rues de Bruxelles. Comment ça s'est passé, toi, humainement, de tourner ton premier long métrage? C'était sur combien de temps? Et d'être en équipe comme ça, une grosse équipe, peut-être plus que dans tes autres films? Alors, dans les courts-métrages que j'avais fait avant, il y en a qui se sont faits, il y en a que j'ai fait avec très très peu de gens, et il y en a que j'ai fait avec des grosses équipes comme pour le long. Donc j'étais quand même déjà habitué à ce type de dynamique où on a 30 ou 40 personnes parfois autour de soi pour travailler la lumière, le son, etc. Donc voilà, ça c'était quand même pas tout nouveau. T'as travaillé avec des personnes avec qui tu avais déjà travaillé, ou c'était une nouvelle équipe ou en partie nouvelle? Non, en fait, la plupart des postes clés, c'est des gens que je connaissais bien. Donc Joachim Philippe à l'image, Fabrice Ozinski au son. Ça, c'est vraiment des gens avec qui j'ai fait quasiment tous mes courts-métrages. Donc en post-prod aussi, Philippe Charbonnel au montage. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs personnes comme ça que je sentais déjà me faire partie de ma famille, que je connaissais très très bien, quoi. Et on se connaissait bien dans le travail, donc il y avait une espèce d'évidence pour bosser avec eux. Et c'est des amis aussi à côté, vous voyez beaucoup? Ou il y a quand même une petite... travail, boulot, non? Non, on est complètement amis, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils bossent énormément et moi aussi, et donc souvent, surtout ceux que je viens de citer, en fait, ils ont énormément de tournages à l'étranger, donc ils sont souvent aux quatre coins du monde et c'est pas toujours évident de se retrouver pour boire un verre ensemble, mais oui, on est très amis. On va reprendre dès le début. Tu sors de l'IAD en 2003 avec 2004. 2004, moi j'y étais presque. Ouais. Et il parlait de quoi ce premier film? Premier jet, ce premier... À l'IAD? Ouais. Eh ben, écoute, là, j'avais fait un documentaire sur les Baladins du Miroir, donc qui est une troupe de théâtre itinérante qui joue sous chapiteau, et je les avais suivis pendant toute une année scolaire quasiment. Donc je les ai filmés, prendre la route, sortir leur chapiteau, le monter, puis jouer, enfin se préparer dans les loges et puis jouer. Et je trouvais leur dynamique complètement incroyable. Enfin, c'est un vrai théâtre nomade, quoi. Comme à l'époque, et puis je connaissais bien, je connaissais en tout cas relativement bien Nel Paxinou, qui est la fondatrice du théâtre et qui met en scène beaucoup de spectacles avec eux. Et donc oui, c'était mon film de fin d'études. Ton départ avec le spectacle presque déjà, et juste après ça va être une première histoire d'amour avec l'AJC, j'avais envie de dire ça, parce que 2005 tu vas faire un documentaire avec eux de 45 minutes, 50 minutes. Oui. En 2007 tu en refais un plus court, mais là qui est une fiction inspirée de ça, qui s'appelait Retour à la rue, le premier Retour à la rue prime la fiction. Et 2010 Putain Lapin, alors là qui est une fiction beaucoup plus bizarre, mais on reste, et là j'enchaîne déjà sur cette thématique qui, je pense, est importante pour toi, c'est les personnages en marge et même les sujets en marge. Je pense que c'est donc les petits, ce qui n'est pas si classique que ça. Une pièce de théâtre, oui, des gens dans la rue, oui, mais tu vas dedans. Qu'est-ce qui, toi, t'avait poussé à faire ces peut-être premiers films avec des gens à la marge?
Ben, comme tu le dis, après les baladins du miroir, j'avais vraiment le désir de faire un film sur les sans-abri. Et alors ça, c'est pas évident à analyser parce que c'est quelque chose qui vient de très profond, le pourquoi on fait les films. Après, de film en film, je vois bien que la figure du marginal revient quoi, dans tous mes films. Et je crois simplement que de filmer les marginaux, c'est une manière de se questionner sur la société dans laquelle on vit. En fait, de regarder la place qui est donnée aux marginaux dans notre société, ça en raconte long sur le degré de civilisation en fait, de cette société. Toi, tu te sens marginal ? Ça dépend à quelles heures. Mais oui, je me sens plutôt marginal, oui. Alors, je suis capable de porter les vêtements qui font que je n'en ai pas l'air. Mais évidemment, oui, je crois que je me sens marginal, sinon je filmerais pas autant les marginaux. On continue, en 2011 tu fais le film Ulysse, donc, qui est passé cette année à filmer à tout prix, donc il y a eu quelques années peut-être de le sortir, qui là était peut-être un sujet plus personnel, c'était quelqu'un que tu connaissais, que tu as suivi pendant quelques temps, aussi quelqu'un qui est devenu un marginal, en tout cas dans son histoire. Bon là pour ceux qui l'ont vu à filmer à tout prix, peut-être qu'il repassera, alors je ne sais pas, comment vivent encore les films dont on vient de citer, ils sont sur internet ou pas encore ? Putain Lapin, il est sur internet, il est sur YouTube, on peut le voir sans problème, et puis les autres... Retour à la rue, mon premier docu, il est sur le site de l'AJC aussi. Donc, si on tape AJC, donc les initiales A, donc pour Atelier Jeune Cinéaste, on tape les initiales et puis on va sur leur site et il est dans le catalogue. Je pense qu'il est encore visible. Et puis les autres, voilà, moi j'ai des copies DVD à la maison. On peut me demander des liens, mais ils ne circulent plus, quoi. Et toi, c'est quoi ton rapport avec de montrer ces films ? Toi, tu n'as aucun problème de le mettre sur Internet ? Comment toi tu le vois dans Ulysse, qui a été fait en 2011, à un moment tu te dis que tu vas le mettre sur internet ? Oui. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a un moment quand les films ont fini d'être montrés en festival, qu'on n'a plus trop de chances de les vendre aux télé, enfin que suffisamment de temps est passé, il faut quand même quelques années pour que la vie d'un film s'arrête. À ce moment-là, oui, on a envie qu'il puisse être encore vu et donc on a à cœur de le rendre accessible, quoi. On approche quand même tout doucement. 2012, tu fais La Part Sauvage, alors tu vas me dire si ça a des liens ou pas, donc le même titre que ce film-là, mais je crois que ça n'a pas du tout le même sujet, ça parle d'autre chose. De quoi parle ce court-métrage en 2012 de La Part Sauvage que tu avais fait ? Alors c'est différent parce que le personnage principal dans mon court-métrage La Part Sauvage, il avait 17 ans. Et il était aussi un peu en perte de repères avec la société. Il était entre une formation pour devenir soudeur et ses potes qui continuaient à voir la nuit, avec qui il était dans la délinquance. Donc, c'était pas tout à fait pareil, mais il y a quand même vraiment des thèmes qui étaient déjà présents dans ce court-métrage-là. Une dualité même. Voilà, tout à fait, une dualité, un personnage qui cherche sa place en fait dans la société, qui se retrouve pris entre plusieurs feux et qui est un peu en quête de sens. Ça, il y avait déjà. Oui, c'est vrai que là, quand on parle, on dirait presque déjà que tu parles de La Part Sauvage, celui qui sort maintenant. Juste avant, quand même, des courts-métrages, alors peut-être encore rien à voir, si tu vas m'en parler. Oser la Macédoine et Pas plus con qu'un steak. Ouais. C'est quoi ces deux films ? Alors, Oser la Macédoine, c'est un film qui avait été produit tout à fait d'une manière classique avec la commission du film, etc. Que mon producteur, le producteur de mon long métrage, Benoît Roland, avait déjà produit. C'est Ingrid Edersheid qui joue dans Putain Lapin, qui joue aussi dans Oser la Macédoine. Et c'est l'histoire d'une fille qui est pareil, un petit peu à la marge, qu'on sent un peu carmondiste, qui fait la rencontre d'un immigré sans papier et avec qui elle va vivre un bout d'histoire, quoi. Et l'autre, Pas plus con qu'un steak ? Et Pas plus con qu'un steak, c'était ça par contre, ça s'est tourné complètement à l'arrache. C'était l'envie de retravailler avec Ingrid Edersheid, toujours, la même comédienne. Et on a décidé d'écrire un petit film qu'on pourrait tourner sans un franc, comme ça, avec aussi Laura Wandel, qui est une autre réalisatrice, mais qui avait jamais joué en tant que comédienne et qui avait envie de se challenger dans un film. Et donc on l'a écrit à 3 et on l'a tourné, mais... en 2 jours dans un club de striptease.
Et comment t'en es arrivé à te dire, bon, là j'ai envie de faire un long métrage? Comment ça a débuté? T'avais une petite idée? Et après t'as rencontré aussi tes producteurs donc, que tu connaissais déjà, tu leur as proposé. Comment le début, même sans parler du sujet, t'avais cette envie de faire le long métrage? Comment ça s'est passé? Oui, c'est-à-dire que j'avais pas le sujet au moment où j'ai décidé de passer en long, mais c'était plus le sentiment d'être un peu à l'étroit dans un format court, que les histoires que je pouvais raconter dans un court métrage ne pouvaient pas aller aussi en profondeur que sur un long. Et puis Benoît Roland, donc mon producteur, me poussait à ça aussi, hein, au bout d'un moment. On a assez des cours, bon allez. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il me disait, bon, c'est presque autant de boulot de faire un court que de faire un long, donc allons-y, quoi. Il y a quelque chose, quand on regarde pas mal de réalisateurs belges, de faire des courts-métrages pas mal, et puis de temps en temps de faire un long. Toi, c'est quoi ton rapport avec ça? C'est parce qu'il t'a poussé ou tu aurais pu continuer à faire des courts Ah non, moi j'avais un vrai désir de passer au long-métrage. Comme je te dis, je me sentais un peu à l'étroit avec le format court. J'avais l'impression qu'il fallait être trop efficace, qu'on ne pouvait pas prendre le temps de vraiment rentrer en profondeur dans la psychologie d'un personnage. Et j'avais envie d'une durée plus longue. Tu dois refaire des courts-métrages après celui-là? Mais pourquoi pas, en fait, hein. Je me ferme pas du tout je me ferme pas la porte. Si jamais une idée de cours me vient, j'hésiterai pas à la tourner. Je ne veux pas me dire que parce que j'ai fait un long métrage, je ne ferai plus jamais de cours. Non. En tout cas, là, tu es parti du coup pour faire un long métrage que tu as fait. Je vais le résumer. Il y a quelques interviews sur Internet, même sur Radio Campus. Khalid, Radio Campus, tu as aussi interviewé. Donc, il y a le podcast si on veut en savoir plus. Mais donc voilà, c'est-à-dire que tu as eu une rencontre, tu avais cette envie de faire le long métrage. Tu as eu une rencontre d'un pote à toi qui t'a parlé de son rapport avec son père. Du coup, tu t'es interrogé à ça, qui avait découvert son père quand lui avait 10 ans, avec des expériences transgressives, plus après cette envie aussi père-fils, je crois que voilà, c'était ça ton sujet. Puis arrive quand même le sujet du terrorisme, donc ça, c'est arrivé pendant que tu écrivais, parce que les attentats sont arrivés vraiment vers la fin de ton écriture, j'ai l'impression. Oui, c'est arrivé vers la fin de l'écriture, mais c'est quand même un peu en réaction à ça que je me suis à un moment très très fort interrogé sur le sujet, quoi, où je trouvais difficile de ne pas parler de ça au moment où il arrivait tout ce qui arrivait, et les attentats se multipliaient partout en Europe. Et je trouvais que c'était aussi la place du cinéma que simplement de s'interroger par rapport à ça. Mais bon, c'était un sujet hyper délicat. J'avais évidemment à cœur de ne pas traiter ça à la légère, donc je me suis beaucoup fait conseiller par divers spécialistes, par une maman de djihadiste aussi, qui ont accepté de lire le scénario et de me dire ce qu'ils trouvaient juste et ce qu'ils trouvaient que parfois il fallait un peu réécrire ou réajuster. Et on va quand même dire que ton personnage, Ben, sort de prison, a envie de revoir son fils, hein, c'est ça, hein, quand même l'envie de départ. Il est fragile, il sort de prison, après sûrement des braquages, on n'en sait pas trop, mais en tout cas il est là. Il y a un pote à lui qui lui dit viens travailler avec moi, mais il fait une mauvaise rencontre dans ce côté fragile. Ça, on va dire, c'est le nœud du film. Mais moi j'ai l'impression que le nœud de La Part Sauvage, c'est la tension intérieure de ton personnage c'est ça que tu as filmé, moi j'ai l'impression. C'est ton personnage, finalement narrativement je pourrais résumer l'histoire comme ça en 4 minutes, mais ce qui se passe dans le film c'est beaucoup plus... Il y a plus de tension, on est avec Ben dans ces moments un peu tout seul chez lui où il attend, il y a sa voisine, il y a les gens dans la rue, il y a une tension en lui. Comment toi tu as écrit ça? Comment on peut l'imaginer? Moi là je le parle, c'est facile à imaginer, mais comment toi tu as créé ces scènes de tension? Comment tu as créé le personnage en fait? En tout cas, ça me fait plaisir que tu me dises que le nœud du film, c'est vraiment c'est lui, parce qu'en fait, il a un conflit intérieur et c'est ça qui fait qu'il est dans cette espèce de fébrilité pendant tout le film et qu'il cherche, il est un peu comme une souris en cage, quoi, qui cherche la sortie. Après, comment je l'ai écrit, ce genre de truc, ça s'écrit en réaction avec ce qui lui arrive, avec ce qui l'entoure. Donc c'est quand on le voit face à sa voisine, qu'on se rend compte qu'il n'a pas des réactions tout à fait normales, tout à fait équilibrées. Enfin, je veux dire, son conflit intérieur, il se raconte à travers les rencontres qu'il fait, quoi, beaucoup.
Et donc, ce que tu n'as pas dit du film, c'est qu'il se convertit à l'islam en prison, mais donc quand il sort, il se retrouve entre un petit boulot que lui donne un vieux copain à lui, dans un garage où il est en train d'apprendre à devenir mécanicien. Mais en parallèle, il retrouve un autre ami d'enfance qui lui présente un prédicateur islamiste. Et ce prédicateur, d'un seul coup, lui donne une chaleur humaine qu'il ne trouvait pas ailleurs, lui donne un semblant de famille qu'il n'arrive pas à construire avec son fils, en tout cas dans un premier temps. Et c'est en fait de le voir entre ces différents systèmes de pensée, entre ces... Oui, ces morales qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, qu'on comprend qu'il est en détresse en fait, et qu'il est en recherche de sens. J'ai lu que quand tu as présenté le personnage à Vincent Rottier, voilà, ouais. Vincent Rottier, tu lui as proposé de faire des répètes, il a dit non mais c'est bon, ça me va comme ça, toi aussi, et du coup au moment du tournage, tout s'est fait à ce moment-là, quoi. Comment tu lui as présenté et comment après ça s'est passé sur le tournage? Donc moi, quand je l'ai rencontré, il avait lu le scénario. Et en fait, il a tout de suite été partant pour faire le film, ce qui était quand même une extrêmement bonne nouvelle pour moi, parce que je ne voyais pas qui d'autre pouvait tenir ce rôle. Et c'est un acteur, il faut savoir, qui est à la fois extrêmement professionnel, parce qu'il a commencé sa carrière à 15 ans. Il a tourné avec Jacques Audiard dans Dipan, il a tourné dans Le Monde nous appartient de Stéphane Strecker. Enfin bon, il a plus de 15 films derrière lui, à seulement 30 ans, donc c'est vraiment une bête de cinéma. Et à la fois, il a quelque chose de très écorché, ce qui est rare en fait chez les acteurs. On a souvent des acteurs un peu lisses, voilà, quand ils sortent des écoles de cinéma et tout ça. Et lui a quelque chose de très fragile et de très écorché, mais qui porte tout de suite avec lui. Donc ça a amené une espèce de hors-champ énorme sur le personnage. Donc j'avais pas besoin d'expliciter tellement de choses, parce que voilà, dans son regard, dans son visage, il y a déjà énormément de choses qui se racontent. Donc voilà, en fait, ça s'est passé assez simplement. Je lui ai fait lire le scénario, on s'est rencontrés, il m'a dit oui très vite. Et puis après, on a décidé, voilà, de ne pas répéter les scènes en amont du tournage, mais on s'est vu avec les autres comédiens pour faire parfois des petites impros et voir. Enfin, j'avais besoin de m'assurer que les comédiens qui jouaient ses amis d'enfance ou son ex-femme, etc., ou son fils aussi, Simon Caudry, qui joue l'enfant, c'était très important qu'on sente qu'il y avait quelque chose qui se passe entre eux, qu'il y avait une complicité. Et donc, pour ça, j'avais à cœur qu'ils se voient les uns et les autres avant le tournage, et qu'on voit si ça prend entre eux, quoi. Et pendant le tournage, comment ça s'est passé? Beaucoup de prises, ou alors on installe beaucoup, on est au calme et on y va? On est au calme, oui, et on y va, mais ça dépend. En fait, ça dépend des traits forts des scènes. Il y a des scènes que j'ai beaucoup tournées, où j'ai fait beaucoup de prises. Il y en a d'autres où il en fallait très peu. Qu'est-ce que tu cherchais quand tu as refait plusieurs prises, ou quand est-ce que tu savais que tu l'avais, ta scène? C'est-à-dire qu'avec Vincent Rottier, j'avais généralement pas besoin de faire beaucoup de prises, parce qu'il était vraiment tout de suite très bon. Après, il y a d'autres comédiens qui étaient parfois moins rompus à l'exercice de faire du cinéma. Il y en a, c'était leur premier film, la première fois qu'ils tournaient. Et donc alors, on cherche un petit peu plus, quoi. On cherche un peu plus. Parfois, on cherche pour différentes raisons. Ça peut être ça, mais ça peut être pour l'image. On a du mal à trouver vraiment le cadre qui nous plaît, ou il y a quelque chose qui... Il y a plein d'endroits où ça peut coincer, ou bien où on a envie simplement de continuer à chercher. On va passer aussi parler des personnages des prédicateurs et des autres qui fait partie de ce petit groupe d'islamistes. C'est compliqué comme sujet actuellement de demander à quelqu'un est-ce que toi t'as pas envie, en plus tiens est-ce que tu veux pas jouer ça. Comment toi en amont t'as pensé et écrit ces personnages? T'as dit que bon voilà, t'as rencontré des personnes qui pouvaient justement relire le scénario, mais là tu l'avais déjà écrit. Comment toi tu t'es renseigné, t'as lu ou vu des autres films, ou qu'est-ce qui t'a inspiré, guidé? Alors oui, j'ai lu et j'ai vu pas mal de documentaires sur le sujet. Donc ça m'a quand même donné une première idée du genre de stratégie que mettaient en place les prédicateurs islamistes pour convaincre des jeunes gens de les suivre. Et puis donc les gens à qui j'ai fait lire le scénario dans un second temps, c'était
plus pour enrichir le personnage en fait de détails. Parfois, il me racontait des petites anecdotes ou bien ça pouvait être des discussions sur la longueur des vêtements, par exemple. Ça pouvait vraiment être des choses de l'ordre du détail, mais que je trouvais vraiment essentiel pour rendre la chose la plus juste possible, quoi. Mais donc les gens à qui j'ai fait lire, c'était des gens très différents, entre Radouan Attia, qui est islamologue, ancien imam, et Hugo Micheron, qui est un collègue de Gilles Kepel, qui est vraiment engagé dans la lutte antiterroriste, et qui est un spécialiste du sujet, et Salia Ben Ali, qui est la maman d'un jeune djihadiste qui est mort en Syrie à 17 ans. Voilà, c'était des visions qui étaient à la fois très différentes les unes des autres, mais qui avaient chacune leur expertise, qui m'ont permis d'enrichir le scénario jusque dans les détails, quoi. Et après, de trouver les acteurs, ça s'est passé comment ? Trouver les acteurs assez simplement, en fait. Vraiment assez simplement. C'est Walid Afkir qui joue le prédicateur, qui a tourné dans plusieurs petits rôles dans des films de Haneke, et que la directrice de casting française m'a très vite présenté, elle a très vite pensé à lui. Et donc on l'a trouvé vraiment très simplement, il a dit oui tout de suite. D'ailleurs, pour l'anecdote, il avait déjà cette énorme barbe parce qu'en fait, il joue fréquemment des rôles d'extrémistes. Donc voilà, c'était pratique. Et par rapport aux plus jeunes, ça, on les a trouvés à Bruxelles. Et voilà, ils avaient évidemment moins d'expérience de cinéma, mais les rôles sont plus légers aussi. Peut-être aussi dans La part sauvage, un des l'autre thème, il y a cette tension intérieure dont on parlait, il y a ces thématiques autour de ces personnages, et la dernière, c'est le rapport père-fils. Comment toi tu te l'es emparé ? Donc voilà, je disais, ça vient d'une anecdote de tes potes, quelqu'un t'a raconté ça, donc tu t'en es inspiré. Comment toi tu te l'es accaparé et comment tu t'es dit, tiens, je vais la traduire comme ça ? Et qu'est-ce que tu cherchais à montrer dans cette relation-là ? Je cherchais à montrer la nécessité qu'un père a de voir son fils quand il l'a pas vu depuis un temps et quand il est en perte de lien social. Donc voilà, j'avais envie d'une relation père-fils qui soit fragile et qui soit réinventée pour le père en tout cas. Et donc comme tu l'as dit, c'est un peu un film portrait, et donc de voir ce père qui essaie de réapprivoiser son fils et qui s'y prend mal de tas de manières différentes, mais je voulais que ce personnage soit à la fois touchant de par ses tentatives et aussi potentiellement dangereux, quoi. Donc voilà, ça c'était vraiment l'envie première du film, c'était de créer ce personnage qui provoque des sentiments un peu contradictoires, quoi. Et on arrive quand même vers la fin, il y a tout un traitement sonore aussi. J'ai eu l'impression, en tout cas, il y a un truc qui prend aux tripes au niveau du son. Comment ça s'est passé, le travail du son sur ce film-là ? Écoute, on a fait un gros boulot sur le son. Donc tu l'as remarqué, mais en plus du travail qu'on a fait sur le plateau, on a fait beaucoup de sons seuls sur le plateau, c'est-à-dire donc sans la caméra, mais on allait chercher juste avec le micro parfois des choses particulières. Et puis il y a eu un gros boulot en montage son, où on rajoute des éléments sonores qui n'ont pas été pris pendant le tournage. Donc ça, c'est le monteur son qui a une idée d'enrichir tel moment du film avec tel son, et alors il prend son micro, il part, il sort de chez lui, il va enregistrer le son dont il rêve, et il vient, et ça oui, effectivement, c'est un gros boulot qu'il y a eu. Et je trouvais important aussi, comme une des idées du film, c'était de brosser un portrait de Bruxelles aussi, c'était vraiment de filmer beaucoup Bruxelles, ses quartiers populaires, etc. C'était important qu'au son, on reconnaisse Bruxelles aussi, quoi. C'est combien de temps tout ça, toute cette histoire-là ? Ça t'a pris combien de temps de ta vie ? Ça m'a pris plus de 5 ans. Plus de 5 ans. C'est-à-dire juste le scénario, j'ai dû écrire autour de 4 années. Et puis il y a eu une année juste pour trouver les subsides, grosso modo. Et puis une année pour le faire. Donc ouais, ça fait même 6 ans. Et sur le tournage, il y a eu des changements de certaines scènes ou certains mots, ou du coup, parce que comme ça a été écrit il y a 4 ans presque. C'est-à-dire que
Ah oui, ça a été, c'est en écriture continue, hein, c'est-à-dire qu'un scénario, c'est jamais un objet final. Donc oui, il y a eu des petits réajustements, des mots qui étaient dits à la place d'autres, etc. Mais il n'y a pas eu de changements fondamentaux, quoi. On n'a pas complètement transformé une scène. Et la structure est celle que tu voulais, quoi. Alors la structure a vachement changé par contre. En montage, on a vachement bougé les blocs. C'était un peu différent. Les choses n'arrivaient pas tout à fait dans cet ordre-là. Donc ouais, la structure a bougé, ouais, au montage, effectivement. Donc voilà, La Part Sauvage, donc, qui sort le 14 au cinéma Vendôme, au cinéma Galerie. Le 15, une projection associative. Donc voilà, il y a un prix de groupe aussi si vous venez d'une autre association. Donc ça vaut le coup d'aller le voir parce qu'il y a aussi pas mal d'invités. Donc toi tu seras là, mais d'autres aussi. Donc j'ai pas la liste de tout le monde, mais l'idée c'est aussi d'en parler parce que pour quand même, on va donner un peu mon avis. Je crois que tu filmes une histoire qu'on a l'impression de connaître. D'une certaine manière, voilà, quelqu'un qui est fragile et qui va être tenté par la radicalisation. Mais tu le filmes, voilà, c'est ton point de vue malgré tout avec cette tension-là, parce que finalement le sujet se décale un peu et donc ça ouvre à beaucoup de questions. Donc voilà, je pense que c'est plutôt un film qu'il faut un peu discuter. Merci Guérin d'avoir pris le temps de discuter et puis peut-être qu'on se verra après toutes ces projections, voir quel retour tu as eu, avoir un petit... parce que c'est un sujet bruxellois, malheureusement aussi avec le thème du terrorisme, donc on verra un peu. Toi, tu as des peurs ou tu as des envies par rapport à ces projections ? Moi, si le film peut susciter le débat, je suis ravi en fait. C'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui me rend très heureux si ça peut faire que des ponts se créent entre différents courants de pensée, différentes assos. Enfin, si le film peut être un outil de débat, c'est parfait. J'ai pas d'attente particulière plus que ça. Merci Guérin. Merci à toi. Ciao. Ciao. Danger. Cinéma. Radio Campus. Radio Campus, mon kiwi.